additifs alimentaires, on pense composés chimiques, composés de synthèse qui ne sont pas naturels, etc. On pense au numéro E, tous ces numéros E qu'on voit sur les étiquettes. Quand on voit ça, on se dit, oulala, ça c'est pas bon, c'est plein de produits chimiques. Et on a tendance à les rejeter. L'aspartame, dont je vais parler un petit peu, ça a très mauvaise presse, cet édulcorant. Et puis alors, on arrive à ce genre de dessin humoristique ici. Alors ici, donc un petit trait d'humour. Tout le monde connaît aussi les macarons, c'est très très à la mode. Là, on ne va pas se priver d'en manger, même si on se doute bien que si c'est toutes ces belles couleurs, c'est pas vraiment naturel forcément. Ce sont des additifs alimentaires, des colorants qu'on va ajouter pour obtenir ces belles couleurs. Mais bon, là, à ce moment-là, on va peut-être penser moins à cet effet néfaste. Au niveau des matériaux de contact avec les aliments, là, vous avez certainement déjà entendu parler du bisphénol A, donc je vais en parler aussi en particulier dans la deuxième partie de l'exposé. Mais évidemment, on a beaucoup parlé du bisphénol A et des biberons, etc. Mais en fait, on va voir que rien que les matériaux en plastique peuvent relarguer pas mal de choses. Et puis alors, il y a les matériaux, l'aluminium, etc. Donc, il y a d'autres matériaux aussi qui peuvent relarguer des choses dans les aliments. Mais tout ça est réglementé et c'est prévu dans la législation européenne que on mange avec l'aliment des choses qui migrent de l'aliment et tout ça est évalué. Et bon, effectivement, on peut croire ou non que c'est inoffensif, mais il y a une évaluation qui est faite. Et donc, le but de l'exposé, c'est un peu de vous expliquer comment sont évalués ces composés. Donc, voilà, au menu, je vais diviser cet exposé en deux parties qui viendront donc après une introduction où je vais vous expliquer les principes généraux d'évaluation des composés, dits chimiques entre guillemets, parce que bon, dans l'opinion générale, un composé chimique, c'est un composé de synthèse, mais nous sommes nous-mêmes composés de substances chimiques. Une substance chimique, c'est une substance organique, donc les composés naturels sont aussi des composés chimiques par définition. Et puis je verrai alors les additifs alimentaires et donc d'abord la législation européenne, parce que tout ce qui est en relation avec l'alimentation dans les États membres de l'Union européenne fait l'objet d'une réglementation européenne. Bon, je vais essayer de ne pas être pas trop vous ennuyer avec ça, mais c'est quand même pour que vous voyez un peu d'où ça vient. Comment se fait l'évaluation des additifs? Et je prendrai alors l'exemple de l'aspartame pour lequel il y a une controverse parmi le monde scientifique. Et puis, ce sera la même structure pour les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Donc là, évidemment, je ne vais pas prendre en considération tous les matériaux parce que c'est très, très complexe, mais plutôt me focaliser sur ce qui est plastique et prendre l'exemple du bisphénol A, donc vous indiquer un peu les éléments de la controverse, pourquoi il y a une controverse et quel est l'état des choses aujourd'hui. Et puis, une conclusion très rapide. Alors, comment sont évalués en fait ces composés le but de l'évaluation, c'est en fait déterminer une dose de la substance qu'on va évaluer qui n'a pas d'effet toxique pour le consommateur. Et donc, je suppose que vous avez tous déjà entendu parler de la dose journalière admissible, donc la fameuse DJA, cette dose qu'on ne doit pas dépasser. Et donc, quand on évalue ce genre de composé, on va surtout essayer de déterminer donc, une dose journalière admissible. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dose journalière admissible ou acceptable, cette DJA? En fait, c'est la dose de substance que le consommateur peut ingérer tous les jours, durant toute sa vie, sans risque notable pour sa santé. Bon, évidemment, comment va-t-on la déterminer? Ça, c'est une autre question, mais c'est la définition qu'on lui donne. Elle est exprimée en milligrammes par kilo de poids corporel du consommateur et par jour. Donc, c'est une façon standardisée de l'exprimer. Alors, comment est-ce qu'on va la déterminer? Évidemment,
on doit utiliser des études toxicologiques. Donc la toxicologie, c'est l'étude des poisons. C'est un peu la racine du mot. Et évidemment, on ne va pas pouvoir déterminer la toxicité directement chez l'homme, mais on doit réaliser des études chez l'animal de laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire chez l'animal de laboratoire? On va l'exposer par voie orale, si c'est quelque chose donc, que le consommateur prend par voie orale. Donc, tout ce qui est additif alimentaire, évidemment, on va réaliser donc, des contamination de l'animal donc par voie orale avec différentes doses et on va déterminer une dose sans effet nocif observé. Hein, on parle parfois de DSE, enfin, il y a différentes abréviations qui circulent. Et à partir de cette dose sans effet nocif observé, donc on va exprimer également donc, en milligrammes du composé par kilo de poids corporel du rat, de la souris, que sais-je, et par jour, on va en fait appliquer un facteur de sécurité, d'incertitude à cette dose, donc, qui est généralement de 100. Donc on va diviser cette dose qui n'a pas d'effet nocif observé chez l'animal, on la divise par 100 pour obtenir la dose journalière acceptable. Donc pourquoi 100? On prend un facteur 10 pour la différence de sensibilité entre individus. Donc, si on réalise l'étude sur un certain lot d'animaux de laboratoire, en fait, les individus entre eux ont une différence de sensibilité, donc on doit prendre ce facteur d'incertitude. Et évidemment, un facteur 10 pour la différence de sensibilité entre espèces. Et on postule que l'homme sera plus sensible que l'animal, mais c'est parfois l'inverse. Mais enfin, soit on prend ce postulat-là. Et donc, on arrive à ce facteur de 100. Donc, pour calculer la dose journalière acceptable, on divise par 100 la dose sans effet observé chez l'animal. Donc ici, c'est vraiment la manière la plus classique de faire. Hein. Bon, il y a des méthodes peut-être plus complexes, mais bon, ici, je vous brosse un tableau assez simplifié, hein, je l'avoue, mais enfin, c'est pour clarifier aussi le discours. Donc ici, la dose journalière acceptable en milligrammes par kilo de poids corporel du consommateur et par jour sera la dose sans effet observé chez l'animal divisée par 100. Et par exemple, si pour un composé, on a une dose sans effet observé chez l'animal de 10 mg par kilo de poids corporel et par jour, ça veut dire que la dose journalière acceptable pour le consommateur, ce sera 110 divisé par 100, donc 0,1 mg par kilo de poids corporel et par jour. Alors, on ramène généralement, donc quand on doit faire des calculs, etc., on a un peu du mal à faire des calculs avec des doses exprimées par kilo de poids corporel, donc on ramène un poids qui est un poids moyen du consommateur en Europe qui est considéré généralement de 60 kg. Et donc ici, pour un adulte de 60 kg, pour un composé qui aurait une dose journalière acceptable de 0,1 mg par kilo de poids corporel et par jour, on aurait donc une consommation quotidienne de 6 mg qui serait sans danger pour le consommateur. Donc c'est un peu le principe qui est appliqué. Alors, on va déterminer une dose journalière acceptable dans le cas de toute une série de composés qu'on ajoute volontairement dans l'alimentation, ou bien qui vont s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Donc, les additifs alimentaires, c'est bien le cas. Ça peut être aussi les médicaments vétérinaires qu'on va utiliser chez les animaux de production. Hein, lorsqu'on va traiter une vache avec un antibiotique, il peut y avoir des résidus d'antibiotiques, soit dans le lait, soit dans la viande, et on tolère, donc il y a un certain niveau de résidus d'antibiotiques. Et donc, on a aussi des doses journalières acceptables qui ont été déterminées pour des médicaments vétérinaires. Pour les pesticides aussi, donc on parlait de pesticides tout à l'heure, dans les pesticides, il y en a qui sont autorisés, d'autres interdits parce que trop toxiques, mais pour les pesticides autorisés, on dispose de doses journalières acceptables et on admet aussi qu'il y ait des résidus dans une certaine limite dans les fruits et les légumes, donc sur lesquels on applique volontairement des pesticides pour les protéger des ravageurs.
Et donc, toute substance utilisée volontairement, ben, elle doit être évaluée. Et on lui connaît, les scientifiques auront déterminé une dose journalière acceptable pour pouvoir déterminer les limites à ne pas dépasser dans les aliments. Maintenant, dans certains cas, pour certains composés, il n'est pas possible de déterminer une dose journalière acceptable car la substance s'est révélée trop toxique. On n'a pas su déterminer de dose sans effet chez l'animal et donc à ce moment-là, ou alors si une substance est cancérigène, on va la bannir en fait, hein, on va l'interdire. Donc c'est le cas par exemple de certains pesticides qui sont interdits, de certains médicaments vétérinaires aussi, hein. On connaît des antibiotiques qui sont interdits d'utilisation chez les animaux parce qu'on sait qu'ils ont un effet néfaste et que ce serait vraiment très mauvais pour le consommateur d'en retrouver dans la viande ou dans le lait. Il y a certains colorants alimentaires aussi qui sont connus pour être cancérigènes. Donc ceux-là, ils sont évidemment interdits en Europe. Donc, il y a bien une évaluation de tous ces composés. Et s'il s'avère qu'ils sont vraiment très, très toxiques, enfin, qui sont tellement toxiques qu'on ne peut pas déterminer une dose journalière acceptable, ils sont interdits. Alors, je voulais faire ici une petite distinction entre dose journalière admissible et dose journalière tolérable. Donc, vous voyez le T pour tolérable. La dose journalière tolérable, on va parler de la dose journalière tolérable dans le cas de substances qui plutôt sont des contaminants de l'environnement. Donc, la dose journalière admissible, ce sont des substances qu'on utilise volontairement. La dose journalière tolérable, ça concerne des contaminants de l'environnement qu'on ne peut pas éviter et qui se retrouvent dans les aliments. Donc ça peut être des métaux lourds comme le plomb, le mercure, ça peut être des dioxines. Hein, on sait que dans la plupart des aliments qui ont un certain taux en graisse, on a un certain niveau de dioxine. Bon, très très faible évidemment, mais... et donc pour ces éléments-là, on a aussi fait des études de toxicité pour voir dans quelle mesure on peut tolérer un certain niveau dans les aliments et on dispose aussi de doses journalières alors tolérables. C'est parfois aussi des doses hebdomadaires tolérables, des doses mensuelles tolérables en fonction des caractéristiques de ces composés. Alors, donc pour être sûr qu'un composé, donc d'abord qui dispose d'une dose journalière admissible, qui ne dépasse pas la dose journalière admissible en tenant compte donc, de ce qu'on ingère, des habitudes alimentaires, il y a des teneurs maximales qui vont être fixées dans l'alimentation. Donc des teneurs maximales qui sont fixées pour garantir que la dose journalière acceptable n'est pas dépassée. Donc c'est le cas pour les additifs alimentaires, pour des pesticides, pour des médicaments vétérinaires. Et c'est le cas aussi pour des contaminants de l'environnement. Et là, c'est pour garantir que la dose journalière tolérable alors n'est pas dépassée. Alors ces doses, cette teneur maximale, comment est-ce qu'on va les établir? En fait, on va tenir compte donc, du régime alimentaire. Disons normalement, on devrait tenir compte du régime alimentaire habituel d'un Européen moyen, dirons-nous. Mais en fait, on tient même compte d'un régime alimentaire excessif. Bon, ici, j'ai repris un exemple que je connaissais mieux, qui était ce qui est pris en compte pour mettre des limites maximales de résidus pour des médicaments vétérinaires, donc dans des denrées alimentaires d'origine animale, comme on dit. Et vous voyez que pour mettre ces limites, on tient compte d'une consommation quotidienne de 1,5 litre de lait, 6 œufs, 100 g de foie, 50 g de rognons, 300 g de viande, et il y a encore d'autres choses. Donc ça permet finalement d'apporter un facteur de sécurité supplémentaire, parce que, bon, à part certains cas particuliers, je pense qu'il n'y a personne qui mange ça tous les jours. Mais donc, on met les limites comme si on mangeait ça tous les jours, donc de manière à être vraiment sûr qu'on ne va pas dépasser les doses journalières acceptables. Alors,
Donc ça, c'est vraiment, disons, l'approche classique qui est utilisée pour déterminer une dose journalière acceptable. Et ça rejoint finalement le principe de Paracels qui dit que c'est la dose qui fait le poison. Donc ce sont des poisons, mais on peut consommer des poisons jusqu'à un certain niveau. Et donc Paracels, donc c'est un médecin, médecin allemand donc, qui a vécu il y a bien longtemps, qui est considéré en fait comme le père de la toxicologie. Donc il y a une phrase célèbre qui dit « Rien n'est poison, tout est poison, seule la dose fait le poison ». Donc ça, c'est le principe, disons, finalement, qui est à la base de la détermination de la dose journalière acceptable. Maintenant, on peut évidemment critiquer ce principe, puisque il ne tient pas compte du fait qu'on est exposé à des cocktails, puisque dans cette approche-là, chaque composé est dosé séparément, enfin, est évalué séparément. Donc on va donner l'additif un tel à la souris ou au rat, et on va voir comment il réagit, et puis on donne le suivant, etc. Mais en fait, nous, dans notre alimentation, on est exposé forcément à des cocktails, déjà des cocktails d'additifs, puis plus des pesticides, plus des résidus de médicaments vétérinaires, etc. Et donc, pour l'instant, il n'y a vraiment rien qui est fait pour évaluer ces cocktails. Et il y a une partie du monde scientifique quand même qui s'en inquiète et qui aimerait bien mettre en place, mais ce n'est pas du tout évident, évidemment, des études toxicologiques qui permettraient d'évaluer les mélanges. Donc, je pense qu'il faudrait essayer de grouper par catégorie. Donc, au niveau des pesticides, il y a des efforts qui sont faits à ce niveau-là. Donc, les pesticides, c'est vraiment un bel exemple aussi, parce que dans les fruits et légumes, quand on regarde un peu les résultats des analyses, souvent, chaque pesticide qu'on va retrouver après l'analyse, on dit que le produit est conforme parce que le pesticide est en dessous de la limite maximale de résidus. Mais en fait, on retrouve plusieurs pesticides, chacun en dessous de la limite. Mais donc, on ne connaît pas encore vraiment maintenant les effets d'un tel cocktail, quoi. Et donc ça, c'est un peu un progrès qui devrait être fait dans le monde de la toxicologie. Et c'est un peu ce qui devrait être fait au niveau de la toxicologie des mélanges. Et donc, il y a toute une série de scientifiques qui se préoccupent de cela. Mais pour l'instant, donc l'évaluation est faite sur base d'un composé à la fois, individuellement. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction. Donc maintenant, je vais vous parler des additifs alimentaires. Il y a une législation européenne qui donne en fait une liste positive, comme on dit, d'additifs autorisés. Donc vous n'aurez pas dans les textes une liste d'additifs interdits, vous avez une liste d'additifs autorisés, et par définition, tout ce qui n'est pas dans la liste d'additifs autorisés est interdit. Alors, dans la législation aussi, on va indiquer donc, quels sont les additifs autorisés, mais une fois qu'un additif autorisé, ce n'est pas pour ça qu'on peut l'utiliser dans n'importe quel aliment. Il est bien indiqué dans la législation que tel additif, on peut l'utiliser dans tel et tel aliment. Donc c'est vraiment la combinaison additif-catégorie d'aliments qui est indiquée dans la législation, et aussi la quantité maximale d'emploi. Il y a certains additifs qu'on sait inoffensifs, donc à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de quantité maximale d'emploi, mais pour la plupart, il y a une quantité maximale d'emploi qui va permettre justement de respecter la dose journalière admissible. Donc tout additif et toute utilisation donc, qui n'est pas mentionnée dans la liste, dans ce règlement européen, c'est interdit d'office. Il y a un exemple d'additif alimentaire pour lequel il y a eu des problèmes en Europe il y a quelques années, c'est le rouge Soudan 4. Donc en Europe, il n'est plus autorisé depuis 1996 parce qu'il est cancérigène. Donc on lui a découvert des propriétés cancérigènes. C'est un colorant alimentaire rouge, comme son nom l'indique. Et en 2005, donc il y a une dizaine d'années, il y a de nombreux produits importés donc, qui sont arrivés en Europe qui contenaient du rouge Soudan. Et donc ici, j'ai repris un extrait
d'un communiqué de presse qu'on pouvait retrouver à l'époque donc, sur le site de l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Et on voit ici que c'était en fait un rappel de produit, c'était du paprika qui contenait du rouge Soudan. Et à cette époque-là, en fait, il y a eu successivement plusieurs produits comme ça dans lesquels on avait retrouvé ce colorant interdit cancérigène. Donc là, c'est un exemple de produit interdit à cause de ses propriétés extrêmement toxiques. Donc le site de l'AFSCA, si je peux en dire un mot, donc c'est ouvert au public, hein, donc je vous encourage à aller voir. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des newsletters, pour recevoir les rappels de produits. C'est accessible à tout le monde, donc il suffit de s'inscrire et vous voyez automatiquement quand il y a un rappel de produits à cause de l'une ou l'autre contamination. Ça peut être des contaminations microbiologiques, c'est souvent ça, par des bactéries. Ça peut être aussi des problèmes d'allergènes qu'on retrouve dans des aliments. Donc on voit régulièrement des communiqués de presse comme ça qui apparaissent. On n'en parle pas toujours évidemment dans la presse nationale, mais il y a toujours des petits problèmes comme ça qui sont mis en évidence. Donc c'est assez intéressant d'aller voir ce qui se passe sur ce site. Pour les additifs alimentaires, il s'agit en fait, donc je vous disais, c'est une réglementation européenne. Hein, donc tous les États, la Belgique, comme tous les États membres de l'Union européenne, doivent répondre à cette réglementation européenne. Donc c'est une réglementation qui a été remise à jour, comme on voit ici, en 2008, donc assez récemment. Et donc on a un règlement qui porte sur les additifs alimentaires. Et qu'est-ce qu'on a dans ce règlement? On a la définition d'un additif alimentaire. On a les catégories d'additifs alimentaires, donc on va voir qu'il y a 26 catégories. On a les conditions d'utilisation des additifs, la quantité maximale autorisée par catégorie d'aliments. Et on a aussi les règles concernant l'étiquetage des additifs alimentaires. Donc quelle est la définition? Les additifs alimentaires, en fait, sont des substances qui ne sont normalement pas utilisées en tant qu'aliments. Donc c'est des choses qu'on ne mange pas vraiment en tant qu'aliment en tant que tel, mais on les ajoute aux aliments à des fins technologiques. Donc soit pour les conserver, donc les conservateurs, soit pour avoir une couleur, les agents colorants, et on va voir qu'il y a en fait 26 catégories d'additifs possibles, donc des choses auxquelles on ne pensait même pas, mais il y a toute une série de fins technologiques qu'on veut avoir donc, quand on fait un aliment. Donc ça concerne évidemment surtout les aliments transformés, hein, donc c'est dans les plats préparés, etc., qu'on va peut-être avoir pas mal d'additifs. Alors, par exemple, le sel de cuisine, ça c'est pas considéré comme un additif, mais c'est bien considéré comme un ingrédient. Le safran aussi, si on l'utilise comme colorant, là, c'est pas non plus considéré comme additif. Donc, il y a quelques exceptions, quelques nuances, disons, dans ce règlement. Alors, les additifs sont interdits dans les aliments non transformés et dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge. Donc, un exemple d'additif qui est parfois utilisé dans des produits non transformés, ce sont les sulfites dans la viande hachée. Donc la viande hachée, si on la laisse comme ça après hachage, elle va perdre sa belle couleur rouge. Et si on ajoute des sulfites, les sulfites vont faire en sorte qu'elle va garder cette belle couleur rouge, mais c'est tout à fait interdit comme pratique parce qu'en fait, cette belle couleur rouge à l'extérieur pourrait masquer en fait un état de putréfaction, et donc c'est quelque chose qui est interdit et qui est régulièrement contrôlé dans les boucheries par les agents de l'AFSCA, donc de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Alors, oui, donc il y a 27 catégories d'additifs, j'avais dit 26, je me suis trompée. Donc je vais vite les passer ici. Donc vous voyez colorants, conservateurs, antioxydants, édulcorants. Donc jusque-là, on voit à peu près à quoi ça peut servir. Acidifiants, correcteurs d'acidité.
exhausteur de goût, émulsifiant, gélifiant, stabilisant, épaississant, poudre à lever, gaz propulseur, gaz d'emballage, anti-agglomérant, agent moussant, anti-moussant, raffermissant, agent de charge, sel de fonte, agent d'enrobage, humectant, amidon modifié, séquestrant, agent de traitement de la farine, amplificateur de contraste et support. Donc ce sont toutes les catégories d'additifs qui sont employés dans les industries agroalimentaires et à chacune de ces catégories correspond alors à un certain nombre de composés. Donc il y a 336 additifs autorisés à ce jour et vous voyez donc c'est beaucoup des colorants, donc 40 colorants, 19 édulcorants et 277 dans les autres catégories. Quelques exemples, si vous voyez des nombres E dans la série des 100, ce seront plutôt des colorants. Dans les 200, ce seront des agents conservateurs. Dans les 300, des antioxygènes, antioxydants. Dans les 400, émulsifiants, stabilisants, épaississants, gélifiants. Dans les 500, renforçant le goût, édulcorants. Donc ça peut varier évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on doit mentionner sur l'étiquette au sujet des additifs ? En fait, il faut mentionner que l'additif est présent. Alors, ça peut se mentionner soit avec le nom, soit avec le numéro E, mais il faut obligatoirement mentionner la fonction de l'additif. Donc, vous aurez sur un produit, par exemple, agent conservateur, acide ascorbique, par exemple. Alors, ce que vous pouvez peut-être regarder quand vous allez acheter vos produits, regardez un peu les étiquettes. En général, dans les produits disons haut de gamme, on va plutôt voir les noms des additifs. Et puis dans des produits bon marché, que les gens vont acheter plutôt pour leur prix que pour leur qualité, là on va plutôt voir les nombres E. Parce qu'en fait le nombre E, c'est quelque chose d'assez péjoratif qu'un consommateur, disons, qui va vouloir du haut de gamme, il ne va peut-être pas prendre celui où il y a plein de nombres E. Par contre, il sera peut-être moins rebuté par les noms en tant que tels des additifs. Donc ici j'ai repris un tube de sauce light que j'avais dans mon frigo et pour vous montrer quelques exemples d'additifs. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a un épaississant de la gomme de xanthane, qui a comme conservateur du sorbate de potassium, des carotènes comme colorant et un antioxydant E385. Là, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, si vous voulez aller voir, évidemment, si vous tapez dans Google E385, vous allez tout de suite voir ce que c'est. Mais ici, je voulais vous montrer un autre outil un peu plus scientifique, qui est en fait une base de données qui se trouve sur le site de la Commission européenne. Donc, vous avez l'adresse ici, où il y a la base de données de tous les additifs autorisés par la législation européenne et avec les conditions maximales d'emploi, enfin les conditions d'utilisation, etc. Donc, on peut, évidemment, le site est en anglais, mais c'est utilisable. On peut donc taper ici le nombre E385 pour voir à quoi ça correspond. Et on voit en fait que ça correspond à le DTA calciodisodique. Donc c'est un agent conservateur. Et si on clique dessus, donc on voit un peu toutes les utilisations qui sont prévues dans le règlement. Donc ici on voit qu'on est dans le cas des sauces. Donc on n'a que les sauces. Sont bien prévues. Donc on peut ajouter cette substance dans les sauces et on voit que la limite d'ajout dans les sauces est de 75 mg par kilo. Donc, si on regarde par rapport à la dose journalière acceptable, la dose journalière acceptable de ce composé, qu'on peut aussi trouver sur ce site, sera de 2,5 mg par kilo de poids corporel et par jour. Donc, si on prend le cas d'un adulte de 60 kg, il va pouvoir en consommer 150 mg tous les jours de sa vie sans problème, donc d'après l'étude, l'approche toxicologique classique. Et donc, ça veut dire qu'en l'occurrence, il pourra manger 2 kg de mayonnaise par jour sans problème
enfin, c'est un petit jeu amusant, évidemment, on ne mange pas 2 kilos de mayonnaise, et en plus, il pourrait y avoir cet additif dans d'autres aliments que la mayonnaise. Donc voilà, un exemple. Alors, je vous ai dit comment est évalué l'additif de manière générale hein, dans l'introduction. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces éléments-là? Donc, qui autorise les additifs alimentaires? Sur quelle base? L'organe qui va autoriser les additifs alimentaires et tous les autres, disons, composés qui peuvent entrer dans notre alimentation, c'est la Commission européenne, en fait. Hein. Donc, c'est la Commission européenne qui publie la législation européenne. Donc, c'est la Commission européenne qui va dire cet additif, on l'autorise, cet additif, on l'interdit. Donc, la Commission européenne décide. Maintenant, sur quelle base? C'est sur une base scientifique. Et là, c'est une autorité qui a été mise en place début des années 2000 qui va conseiller la Commission européenne, c'est l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui met sur pied des dossiers d'évaluation pour tous les composés qu'il faut donc évaluer et qui va alors conseiller la Commission européenne. Mais la Commission européenne peut soit aller dans le sens conseillé par l'EFSA ou prendre une décision qui est à l'opposé. Donc on le verra tout à l'heure pour le bisphénol A. Donc la Commission européenne prend parfois des décisions qui ne sont à l'opposé de ce qui est conseillé par l'EFSA. Donc l'EFSA a été, créé début des années 2000, mais avant ça, évidemment, il y avait un comité scientifique de l'alimentation humaine, donc il y avait des organes qui existaient déjà avant les années 2000 et qui se chargeaient de ces évaluations. Et pour les additifs alimentaires, donc comme pour les autres composés, pesticides, etc., il y a forcément des réévaluations périodiques qui sont prévues parce que l'état des connaissances augmente évidemment au fil des années, les techniques aussi d'évaluation diffèrent et s'améliorent, etc. Donc il est très possible qu'un composé qui a été autorisé il y a 20 ans, lors d'une réévaluation, ne soit plus autorisé parce que grâce à de nouvelles technologies, on aura découvert l'un ou l'autre effet toxique qui n'est pas tolérable. Donc ça peut évidemment évoluer. Donc l'EFSA, vous voyez ici le site web de l'EFSA, qui s'occupe de tout ce qui est en fait sécurité sanitaire des aliments et qui fait les évaluations de ces composés. Donc on voit ici que la pierre angulaire, c'est l'évaluation des risques relatifs à la sécurité des aliments. Donc l'évaluation des risques chimiques, comme on dit, donc tous ces composés, additifs, pesticides, etc. Mais fait également l'évaluation des risques microbiologiques, donc tout ce qui est bactéries qui peut contaminer les aliments. Donc il y a toute une série de compétences au sein de l'EFSA. Et donc l'EFSA fait appel à des panels d'experts internationaux. Et ces experts, on va les chercher dans les universités, dans les centres de recherche. Et par catégorie, disons, de composés qu'il faut évaluer, on aura un groupe d'experts qui se réunit une fois par mois et qui réalise ces évaluations sur base de la littérature scientifique ou sur base de toutes les informations, disons, sérieuses qui sont à disposition. Il y a aussi un tri de l'information qui est fait par les experts de l'EFSA. Donc, évidemment, les experts de l'EFSA se basent sur des informations sérieuses et donc ils ont des critères de qualité pour sélectionner donc, les informations, les sources d'informations qui peuvent être utilisées pour réaliser les évaluations. Et donc, ils publient alors donc, ce genre d'avis, comme on dit, des scientific opinions, donc on les appelle des avis, sur les additifs en l'occurrence et aussi d'autres composés. Donc on voit ici qu'il y avait une évaluation de certains, c'était une réévaluation en fait de certains additifs qui étaient des conservateurs. Et ici, donc la conclusion de l'avis, c'est qu'il n'y avait pas de problème de sécurité sanitaire. Et qu'en fait, pour ces composés-là, il n'y a même pas besoin en fait, de doses journalières acceptables. Ce sont des composés qu'on peut utiliser sans restriction.
Alors l'aspartame, donc je vous avais dit que j'allais parler un peu de l'aspartame qui est un composé assez controversé. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Tout d'abord, le nombre E pour l'aspartame, c'est le E951. Donc vous savez tous que c'est un édulcorant. Donc on en trouve par exemple dans ce soda light. Hein. Et donc, pour répondre à la question est-il dangereux pour la santé, il faut peut-être se rappeler la fameuse phrase, disons, de Paracelse, tout est poison, seule la dose fait le poison. Et donc c'est toujours ça, à l'heure actuelle, qui est à la base de l'évaluation de ces additifs. Et par rapport à ça, on va voir comment ça se passe. Vous savez que l'aspartame a très, très mauvaise presse. Et on voit que certains disent que c'est cancérigène, ça a toute une série de propriétés toxiques. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Donc l'aspartame, c'est un édulcorant. Ça a un pouvoir sucrant, donc 200 fois supérieur à celui des sucres dont a parlé Nicolas Paco tout à l'heure. Pour la petite histoire, il a été découvert en fait accidentellement dans une industrie pharmaceutique dans les années 60. Donc c'est à l'intermédiaire de synthèse d'un médicament anti-ulcère. Et c'est cette petite molécule-ci, donc qui est un condensé finalement de 3 molécules bien connues, donc l'acide aspartique et la phénylalanine qui sont des acides aminés, et le méthanol. Et les évaluateurs donc, ont attribué une dose journalière acceptable à l'aspartame de 40 mg par kilo de poids corporel donc, du consommateur et par jour. Alors, il y a certaines personnes qui sont atteintes d'une maladie métabolique qu'on appelle la phénylcétonurie. Donc, ces gens-là ne sont pas capables de métaboliser la phénylalanine. Donc, évidemment, ces personnes-là ne doivent absolument pas manger des aliments dans lesquels il y a de l'aspartame, et donc là c'est bien indiqué sur les produits, donc ne convient pas aux personnes atteintes de phénylcétonurie. Mais à part ça, pour tous les autres, les personnes disons qui n'ont pas de problème de santé, la DJA est bien de 40 mg par kilo de poids corporel et par jour. Alors vous savez certainement, donc, enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, il y a des bruits qui courent que l'aspartame est cancérigène, et il y a même des bruits, disons, qui sont plus que des bruits. Il y a notamment des scientifiques qui travaillent dans une fondation qu'on appelle la fondation Ramazzini, qui publient régulièrement des études qui montrent que l'aspartame est cancérigène chez les animaux de laboratoire. Et suite à ces publications, en fait, la Commission européenne a demandé de nombreuses fois à l'EFSA de réévaluer l'aspartame. Et l'aspartame est plusieurs fois revenu donc, dans les dossiers de l'EFSA. Donc vous voyez ici en 2009 et puis encore en 2013, chaque fois l'EFSA examine ces nouvelles publications pour voir si vraiment on s'est trompé. Tiens, est-ce qu'on s'est trompé en autorisant l'aspartame? Que doit-on faire? Et chaque fois, il apparaît en fait que ces études qui montrent que l'aspartame est cancérigène, d'après, disons, les critères de qualité de l'EFSA, ces études ne correspondent pas à ces critères, et donc il y a chaque fois un biais dans la procédure, dans la mise en œuvre du protocole expérimental qui fait que on ne peut pas vraiment faire confiance à ces résultats-là. Et voilà, l'EFSA à chaque fois conclut que on garde cette dose journalière acceptable de 40 mg par kilo de poids corporel et par jour, et qu'il n'y a pas, disons, de problème de santé à condition qu'on ne dépasse pas cette DJA. Et donc c'est la position, disons, de l'EFSA encore à l'heure actuelle. Donc voilà, évidemment, c'est toujours selon l'approche classique, tout est poison, seule la dose fait le poison. Donc la dose journalière acceptable est de 40 mg par kilo de poids corporel et par jour. L'aspartame est autorisé dans toute une série de denrées alimentaires, dont les sodas. Et la dose maximale dans les sodas est de 600 mg d'aspartame par litre. Donc de nouveau un petit calcul pour s'amuser.
tenant compte de cette dose journalière acceptable, pour un adulte de 60 kg, donc ça veut dire qu'il peut ingérer tous les jours sans problème 2400 mg, donc 2,4 grammes, et ça fait en fait 4 litres, ça ferait 4 litres donc de Coca Zéro, donc de cette boisson light. Donc évidemment, on ne boit pas ce... Enfin, quoique je me suis demandé, en voyant les chiffres de Nicolas Paco tout à l'heure, étant donné que si la moyenne est de 1,5 litre par jour, il y a peut-être des gens qui boivent peut-être quand même 4 litres de Coca Zéro par jour, mais enfin bon, c'est quand même... on a aussi une marge de sécurité. Donc voilà pour l'aspartame. Bon, comment c'est évalué maintenant voilà, c'est un peu aussi... même la communauté scientifique est divisée et ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'il en est, mais selon les experts de l'EFSA, en tout cas, il n'y a pas de problème de santé avec l'aspartame. Maintenant, je voulais vous parler des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, en prenant l'exemple aussi de la controverse autour du bisphénol A. Et donc, de nouveau, on va suivre la même structure. Il y a une législation européenne assez complexe sur tout ce qui est, donc comme on les appelle, disons réglementairement, les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Donc c'est tout ce qui est matériel plastique, ça peut être aluminium, etc. Les céramiques aussi. Dans les céramiques, vous avez des peintures. Ces peintures peuvent contenir du cadmium, enfin contiennent généralement du cadmium et du plomb qui peuvent aussi migrer dans l'aliment. Donc les céramiques aussi sont fort contrôlées. Mais donc ici, je vais plutôt me centraliser sur le plastique. Oui, donc ici, c'est le règlement général de base qui reprend tous les types de matériaux. Donc vous voyez qu'il y a 17 catégories de matériaux qui peuvent entrer en contact avec les denrées alimentaires. Donc je vous parlais du céramique. Il y a les papiers carton aussi qui peuvent relarguer pas mal de choses. Mais ici, donc, on va plutôt se focaliser sur les matières plastiques. Alors les matières plastiques, vous avez certainement déjà vu ces sigles. Il y en a plusieurs possibles. Donc vous avez les fameuses bouteilles d'eau minérale, etc. Donc c'est du PET, donc du polyéthylène téréphtalate. Et nous, on va plutôt parler ici du polycarbonate, donc avec le symbole, un numéro 7 ici, donc le polycarbonate. Donc le polycarbonate, c'est ce qui va constituer donc les bonbonnes d'eau. On voit souvent ça, des bonbonnes d'eau, parfois dans sur les lieux professionnels ou dans les grands magasins, etc. Et enfin, il y a d'autres matériaux, mais il ne faut pas confondre avec les bouteilles d'eau minérale. Donc là, ce n'est pas du polycarbonate. Et pourquoi est-ce que je vous parle du polycarbonate? Parce que le bisphénol A, c'est le monomère qui est à la base de la synthèse de ce polymère qu'on appelle polycarbonate. Mais n'empêche que donc pour tous ces plastiques, il peut y avoir des problèmes de migration dans les aliments. Alors ici, un tableau que vous ne pouvez pas lire, mais c'est juste pour vous montrer que dans le règlement plastique, cette fois-ci, donc il y a un règlement européen spécifique sur les plastiques, on énumère toute une série de composés qui peuvent migrer dans les aliments, donc qui peuvent migrer du plastique dans l'aliment, et pour lesquels aussi on a mis une limite de migration. Donc ici, c'était... oui, c'est parce que c'était en anglais. SML, c'est Specific Limit of Migration, donc limite spécifique de migration. Donc en milligrammes de composés qui migrent par kilo d'aliments. Donc ça veut dire qu'il est prévu que des composés peuvent migrer. Et pour ces composés-là aussi, il y a eu une évaluation. On a déterminé une dose journalière acceptable. Et sur base de la dose journalière acceptable, on a déterminé la limite de migration. Et si on regarde... on voit que les composés ici sont numérotés. On va jusqu'au numéro 988, mais bon, on n'a pas non plus à chaque numéro un composé. Mais donc, on a quand même plusieurs centaines de composés qui sont indiqués dans cette législation sur les matériaux en plastique, ce qui est un peu interpellant quand même. Et puis, vous avez le bisphénol A, qui est aussi mentionné, avec une limite de migration spécifique, si je me souviens bien, qui est de 0,6 mg par kilo d'aliments.
Mais depuis 2011, il est interdit pour la confection des biberons en polycarbonate. Donc la Commission européenne a pris la décision en 2011 d'interdire le bisphénol A dans les biberons à cause de tout le bruit qu'il y avait dans les médias, dans certains milieux scientifiques, alors qu'en 2011, l'EFSA n'a jamais recommandé à la Commission européenne d'interdire le bisphénol A dans les biberons. Donc là, c'est clairement une décision que la Commission européenne a prise sur base d'autres éléments que vraiment l'évaluation de l'EFSA, qui, encore maintenant, d'ailleurs, l'EFSA dit qu'il n'y a pas de problème particulier avec le bisphénol A. Donc de nouveau, ici je ne vais pas réexpliquer tout ça dans les détails, mais les limites de migration spécifiques sont déterminées sur base des doses journalières tolérables. Donc ici j'emploie bien le terme tolérable puisque c'est quelque chose qui ne se fait pas volontairement ici, donc c'est un phénomène involontaire, mais donc on est bien obligé de tolérer que des composés se retrouvent dans nos aliments et on a déterminé donc des doses sans effet toxique chez les animaux et puis des doses journalières tolérables. Alors, quel est le problème donc, avec le bisphénol A? Le bisphénol A, je vous ai dit, hein, c'est le composé à la base de la synthèse du polycarbonate, mais on peut aussi en retrouver dans les papiers thermiques. Hein. À certains moments, on avait parlé assez bien aussi dans la presse. Donc, les tickets de caisse de supermarché, par exemple, contiennent aussi du bisphénol A. Et donc, on a vu alors que Carrefour ou d'autres grandes chaînes disaient ah, mais nous, on a changé nos papiers thermiques, donc et on a vu des tickets de caisse sur lesquels il était marqué au verso papier garanti sans bisphénol A. Donc, au niveau des tickets de caisse, évidemment, l'inquiétude, c'était plus pour les professionnels qui manipulaient quand même tout au long de la journée ces papiers et on pouvait alors craindre une absorption assez importante par la peau de bisphénol A. Et puis alors, on a vu donc, les biberons bisphénol A free hein, depuis 2011 qui se retrouvent sur le marché. Donc le bisphénol A, c'est cette petite molécule qui, lorsqu'elle est polymérisée, donc, forme ce polycarbonate. Donc le polycarbonate, c'est un plastique dur, transparent, qui a plein d'applications, hein, pas seulement dans le domaine des denrées alimentaires. On en retrouve aussi dans d'autres matériaux que vraiment le polycarbonate, notamment dans le revêtement interne des boîtes de conserve. Donc certaines boîtes de conserve, vous avez un espèce de plastique qui constitue, donc, qui recouvre la paroi interne de la boîte de conserve. Donc là, c'est une résine aussi à base de bisphénol A. Je pense que maintenant, ça ne se fait plus, mais auparavant, donc les matériaux d'obturation en médecine dentaire contenaient aussi du bisphénol A. Donc on peut en retrouver dans différents polymères. Alors, quel est le problème avec le bisphénol A? Qu'est-ce qu'elle fait, cette petite molécule? Mais en fait, on la soupçonne d'être un perturbateur endocrinien. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de perturbateur endocrinien. Donc, comme son nom l'indique, un perturbateur endocrinien, c'est un composé qui va perturber le système endocrine, donc le système hormonal, si vous voulez. Donc le système endocrinien, il est composé de différentes glandes dans notre organisme, hein, glandes par exemple comme l'hypophyse au niveau du cerveau, mais surtout évidemment les glandes ovaires, testicules, des organes génitaux. Et comment fonctionnent ces hormones? En fait, donc, je parle trop longtemps? Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Donc en fait le problème de ces molécules, donc je vais mettre ici, donc vous voyez en fait ici le fonctionnement d'une hormone, le stradiol, je suppose que ça vous dit quelque chose, c'est l'hormone stéroïdienne sexuelle femelle. Ces hormones-là fonctionnent via la liaison à un récepteur intracellulaire. Et en fait, le bisphénol A, vous voyez, ça ne ressemble pas tout à fait à l'estradiol, mais il y a quand même des points communs. Vous avez ici
un cycle avec un OH qu'on retrouve également ici. Donc du coup, le bisphénol A a la capacité de se lier aussi aux récepteurs des hormones œstrogènes, et donc évidemment, ça peut alors provoquer des effets œstrogéniques ou alors empêcher certains effets œstrogéniques. Donc ça perturbe le système hormonal. Et donc finalement, c'est la grande inquiétude au niveau du bisphénol A. Donc je vais un peu passer rapidement. Et le problème, c'est qu'il y a un désaccord entre les endocrinologues et les toxicologues. Donc les toxicologues considèrent qu'on a évalué le bisphénol A par la méthode classique, on a déterminé une dose journalière tolérable, et voilà, si on est en dessous de cette dose, il n'y a pas de souci. Mais les endocrinologues mettent en avant le fait que pour les perturbateurs endocriniens, on ne peut pas utiliser cette toxicologie classique parce qu'il y a des problèmes de fenêtre d'exposition et des problèmes d'effet aux faibles doses. Donc typiquement, les problèmes de fenêtre d'exposition, par exemple, c'est l'exposition pendant la vie fœtale. Et donc là, des endocrinologues sont convaincus que un bébé donc, exposé durant la vie fœtale va développer donc, les perturbations qu'il aura subies à ce moment-là vont se refléter dans la vie durant l'enfance, voire durant la vie adulte. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour l'instant qui n'est pas encore pris en compte dans les études toxicologiques, ce sont ces effets de perturbateurs endocriniens. Donc la Commission européenne avait promis pour 2013 de fixer des critères d'évaluation des perturbateurs endocriniens, parce qu'il y a beaucoup de pesticides aussi qui rentrent dans cette catégorie, mais on est maintenant en 2016 et on n'a toujours rien. Apparemment, ils ont promis des critères pour 2016, pour l'été, mais on attend toujours. Donc voilà le problème. Mais donc l'EFSA évalue toujours avec la méthode classique le bisphénol A, et dans sa dernière évaluation de janvier 2015, les conclusions étaient que il n'y a pas vraiment de problème. On n'a pas mis en évidence par rapport à l'information qui était disponible, qui rentrait, disons, dans les critères utilisés par l'EFSA, on n'a pas mis en évidence de problème particulier pour le bisphénol A. Il y a quand même eu une révision de la dose journalière tolérable à la baisse. Donc avant janvier 2015, c'était 50 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour. Et à partir de janvier 2015, on est passé à 4 microgrammes par kilo parce que les experts de l'EFSA ont quand même tenu compte de certaines incertitudes et ont recommandé des études supplémentaires, donc notamment effets sur la glande mammaire, système reproductif, etc. Donc il y a quand même une petite inquiétude qui apparaît et il y a une diminution de la dose journalière tolérable. Mais pas vraiment de bannissement. Pas de bannissement par l'EFSA, mais il y a eu un bannissement en France, en Belgique. Il y a une loi qui interdit le bisphénol A dans les récipients destinés aux enfants de moins de 3 ans. Bon, évidemment, ce n'est pas très facile à mettre en œuvre, mais il y a quand même des choses qui existent au niveau national. Donc, il y a parfois des législations nationales qui vont au-delà de la législation européenne. En conclusion, je vous laisse faire un peu votre opinion. Donc, j'ai mis ici un qui croire. Voilà, je vous ai un peu expliqué comment se faisaient les évaluations. Maintenant, je ne peux pas vraiment répondre à la question, finalement, toxique pour le consommateur, info en tox. On voit que c'est un problème assez complexe. Donc ici, j'avais repris le titre d'un cycle de conférence qui avait été donné donc en décembre dernier. Aliments, nutriments, compléments, manger devient-il dangereux pour la santé? Oui, peut-être, mais ne pas manger est encore plus dangereux. Hein. Parfois, il faut aussi relativiser et reprendre peut-être un peu le fameux conseil de Paracels, donc varier les poisons. Mais voilà, donc ce sera ma conclusion. Voilà, si vous avez des questions. Et désolée d'avoir été un peu trop longue, mais bon, voilà.